C'est un grand classique. On bloque, on doute et on finit parfois par se lancer totalement à l'aveugle, ou pire, on ne fait rien du tout par peur de se tromper. Bref, aujourd'hui, on s'attaque à un décryptage complet du système FIND. C'est un cadre ultra structuré qui propose de choisir son prochain business de manière purement logique. Fini de s'en remettre au hasard, à la chance ou à l'instinct. On va voir comment poser des fondations en béton avant de se lancer. Allez, on plonge directement là-dedans. Pour bien comprendre ce système, on va découper notre exploration en 5 grandes phases. D'abord, on va s'attaquer au mythe de l'innovation. Ensuite, on verra comment savoir quand il faut vraiment pivoter. Puis, comment trouver son propre avantage injuste. On passera ensuite par l'évaluation mathématique des modèles et on terminera sur la fameuse règle de l'engagement de 6 mois. C'est parti. Première étape, et on attaque direct avec un morceau de choix, le mythe de l'innovation, ou comment en finir une bonne fois pour toutes avec cette fameuse illusion du fondateur génial. Il y a cette phrase dans le document source qui résume parfaitement la situation. Le business est un métier, pas un braquage. Souvent, on a l'impression qu'il faut trouver l'idée du siècle, le coup de génie absolu qui va nous rendre riches en une seule nuit. Mais en réalité, c'est faux. L'entrepreneuriat, c'est un apprentissage quotidien. C'est exactement comme devenir boulanger, plombier ou développeur web. C'est un vrai artisanat, avec ses propres règles et ses outils. La réussite, elle ne tombe pas du ciel, elle se construit à coup de persévérance et d'une exécution rigoureuse. L'idée parfaite sur le papier, ça n'existe tout simplement pas. Et ça nous amène à une règle qui peut paraître super contre-intuitive au début. Il faut fuir l'innovation comme la peste. Vraiment ? À moins d'être un expert ultra pointu dans son domaine, avec un budget illimité et de ne pas avoir peur de tout perdre, innover, c'est littéralement le meilleur moyen de se planter pour 95% des gens. Quand on débute, on ne maîtrise pas les canaux de distribution, on ignore les pièges cachés d'un marché, bref, on ne sait pas ce qu'on ne sait pas. Il est donc absolument crucial de commencer par suivre un chemin qui a déjà été bien balisé par d'autres. Concrètement, ça donne une règle mathématique presque magique pour réussir quand on se lance. C'est très simple, on copie à 80% ce qui cartonne déjà et on adapte les 20% restants. C'est tout le secret. Les business qui gagnent vraiment aujourd'hui sont, dans l'écrasante majorité des cas, des copies intelligentes. On repère un modèle qui tourne bien ailleurs et on le modifie juste un petit peu. On change le positionnement, on l'adapte à un autre pays ou on rafraîchit le design. Le but du jeu, c'est absolument pas de réinventer la roue, c'est d'arriver à la faire tourner beaucoup mieux. Ce qui nous amène à la deuxième phase de notre synthèse, savoir quand pivoter. Il faut pouvoir diagnostiquer cette fameuse envie d'abandonner qui finit toujours par frapper à la porte. Alors là, attention, il faut faire une distinction hyper importante entre deux situations très différentes. D'un côté, on a le business fondamentalement cassé. Le modèle économique ne tient pas la route, les marges sont intenables ou c'est carrément de la pure spéculation ou un système pyramidal. Dans ce cas-là, oui, il faut tout couper et fuir sans se retourner. Mais de l'autre côté, on a ce qu'on appelle la fuite émotionnelle. Et c'est de loin le cas le plus courant. Le modèle fonctionne, il y a de la demande, des clients payent, mais le quotidien est rude, ça demande des efforts et on est juste épuisé mentalement par la difficulté. Pour bien visualiser le truc, on peut utiliser la métaphore de la montagne. Quand on est au beau milieu d'une ascension, la pente est raide, on a du mal à respirer, on a mal partout, c'est dur. Et là, on regarde la montagne d'en face et on se dit que ces pentes ont l'air super douces, que ça a l'air tellement plus facile là-bas. Sauf que c'est une énorme illusion d'optique. C'est juste parce qu'on la regarde de loin. Si on décide de changer de projet à ce moment-là, on redescend tout en bas dans la vallée pour recommencer à zéro. Et devinez quoi ? À mi-parcours sur cette nouvelle montagne, on ressentira exactement les mêmes douleurs. Allez, on passe à la troisième partie, trouver son avantage injuste. C'est ici qu'on va venir couler les véritables fondations du succès. S'il fallait retenir qu'un seul concept de tout ce cadre, ce serait celui-là, l'avantage injuste. C'est vraiment le critère absolu. On a tous, sans exception, un atout caché. Ça peut être une compétence très pointue qu'on est le seul à maîtriser, un accès privilégié à un réseau professionnel fermé, ou une passion tellement forte qu'on pourrait bosser dessus des heures sans même s'en rendre compte. L'idée forte ici, c'est que si on lance un projet dans un domaine où on a déjà cette fameuse longueur d'avance naturelle, persévérer dans les moments compliqués devient beaucoup plus facile. Et ça demande aussi d'être super lucide sur la bataille qu'on veut mener. C'est un vrai compromis stratégique. Est-ce qu'on part sur un modèle rassurant avec, disons, 80% de chances de se dégager un très bon revenu, comme en étant freelance ou en montant une petite agence? Ou alors, est-ce qu'on tente le grand frisson de la start-up technologique avec un modèle ultra scalable? C'est-à-dire un modèle qui peut littéralement exploser sans faire flamber les coûts. Le potentiel de gain est immense, mais là, les chances de succès s'effondrent à 30%, voire bien moins. C'est un choix fondamental qu'il faut trancher net dès le premier jour. On attaque maintenant la quatrième phase, évaluer les modèles. C'est la partie notation purement analytique de notre décryptage, là où on sort la calculatrice. À partir de là, on laisse les émotions au placard, ça devient totalement mécanique et implacable. En 4 étapes. 1. On fait un gros brainstorming d'idées en se basant uniquement sur notre fameux avantage injuste. 2. On passe ces idées au crible et on élimine direct, sans pitié, tout ce qui présente des barrières à l'entrée insurmontables. 3.
On sort un tableau de notation pondéré pour avoir un vrai score mathématique et tuer dans l'œuf tout biais cognitif. Et enfin, 4. On isole les 3 meilleurs modèles existants qu'on va s'attacher à reproduire. En regardant de plus près cette grille de notation, il y a un truc qui saute aux yeux. Le poids de l'avantage personnel écrase tout le reste. Il compte pour 30% de la note finale. C'est bien plus que la croissance du marché ou que le potentiel de développement. Mais le détail le plus intéressant, c'est le feeling personnel. Il pèse à peine 10 petits pourcents. Et ça, c'est un garde-fou incroyable. C'est fait exprès pour empêcher quiconque de tomber dans le syndrome de l'objet brillant et de s'engager dans un projet juste parce que ça avait l'air amusant sur le coup. La sélection pour le top 3 final est vraiment brutale. Par exemple, il y a une contrainte extrêmement moderne et totalement non négociable, l'intelligence artificielle. Sur les 3 concepts retenus, au moins 2 doivent s'appuyer massivement sur l'IA pour automatiser le travail. Il faut également un plan d'action ultra pragmatique pour aller chercher le tout premier euro et surtout identifier un concurrent clair, idéalement sur le marché américain qu'on va pouvoir copier intelligemment. 0 place pour l'improvisation. Et on arrive enfin à la 5e et dernière partie, l'engagement de 6 mois. Ou comment survivre au fameux creux inévitable. Peu importe le domaine, on passe tous par la même montagne russe émotionnelle. Le premier mois, c'est génial, on lance le truc, on est à fond, c'est l'euphorie. Et puis, badaboum, vers le 3e mois, on se prend un mur. C'est ce qu'on appelle le creux. C'est véritablement le cimetière des entreprises. On bosse comme des dingues, mais les résultats sont invisibles. Eh bien, ce système impose une règle d'or, interdiction formelle d'abandonner ou de changer de cap avant 6 mois d'exécution totale. Parce que survivre à ce creux, c'est le seul et unique moyen de voir enfin la courbe grimper de manière exponentielle. Sauf qu'on le sait très bien, la motivation pure, ça ne suffit jamais pour traverser cette période difficile. Il faut littéralement se piéger soi-même. L'objectif est de créer des mécanismes d'engagement actifs pour que ça fasse financièrement ou socialement très mal d'abandonner. Comment on fait ? On paye les statuts officiels, on investit dans du matériel professionnel cher ou on annonce le lancement publiquement à tout son réseau pour engager sa réputation. On peut même utiliser un hack psychologique redoutable, faire un gros pari financier avec un proche. Une somme perdue à tout jamais si on craque avant la ligne d'arrivée des 6 mois. Ça marche à tous les coups. Pour conclure, si malgré toutes ces sécurités, le doute s'installe au milieu du parcours, le document propose une ultime question diagnostique, un vrai test de vérité. Imaginez un instant. Si on vous donnait une baguette magique et que ce projet générait les résultats de vos rêves dès demain matin, auriez-vous toujours envie de tout plaquer pour passer à autre chose ? Si la réponse est non, c'est que le problème ne vient absolument pas du business model. La question finale est donc plutôt de savoir, est-ce qu'on cherche à fuir une mauvaise idée ou est-ce qu'on cherche tout simplement à fuir l'effort nécessaire pour réussir ? Ça donne vraiment matière à réfléchir pour la suite, n'est-ce pas ?